On va aller retrouver notre collaborateur Olivier Arbourmas à Glasgow, en Écosse. Olivier, on vous a vu à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Bon, vous êtes dans une des rares régions indépendantistes, finalement, à Glasgow. Oui, voilà. 4 régions sur 32 ont voté majoritairement pour le oui, dont Glasgow. 53,5 % de la population à Glasgow s'est prononcée en faveur de l'indépendance. C'est bon pour une victoire locale, mais c'était pas suffisant pour combler l'écart qu'on voyait s'accumuler au courant de la soirée, au courant de la nuit, en fait. Au fur et à mesure que les résultats sortaient, les analystes disaient « Ah, là, c'est pas assez pour que le oui passe. Là, non, il en manque encore un peu, il en manque un peu. » Et tous ces retards là, cumulés, ça fait que à la fin de la soirée, ou plutôt ce matin, le oui est beaucoup plus en arrière qu'on le croyait. Bon, Glasgow, c'est donc un peu un phénomène assez unique qui a voté donc pour le oui, mais le taux de participation était très faible, apparemment, au plus faible qu'ailleurs. Pourquoi? Oui, 75 %, c'est le taux le plus faible dans toute l'Écosse, alors qu'on a enregistré des taux de 90, 91 % ailleurs. Pourquoi? J'étais dans un rassemblement indépendantiste la nuit dernière. Inutile de vous dire que les visages se sont allongés tout au long de la soirée, mais j'ai parlé à quelques militants, ceux qui ont fait du porte-à-porte, des activistes, et ce qu'on m'a dit, c'est que Glasgow, bien évidemment, c'est une ville qui a des poches de pauvreté, des secteurs très défavorisés, et on dit que cette population-là est désintéressée de la chose politique. On sait que la question référendaire, que le référendum a intéressé un grand nombre de gens, un taux de participation record, mais il y a encore une portion de l'électorat que le référendum n'a pas réussi à réveiller, et semblerait-il que c'est ce profil socio-démographique-là qu'on retrouve beaucoup à Glasgow, qui est une ville qui a une réputation d'être une ville un peu dure, là. Bon, 45 % de gens qui ont voté oui, d'Écossais qui se sont dit oui, on peut former un pays, c'est quand même, c'est pas négligeable. Est-ce que on sent, là, quand on entend Cameron dire que c'est terminé pour cette génération-là, est-ce que ça colle à la réalité, ça, selon vous? Ben, c'est à voir, hein. Il y en a. C'est dur. De un, c'est dur de former un gouvernement majoritaire en Écosse à cause du système électoral. Donc, le SNP, là, présentement, est-ce qu'il saura avoir un gouvernement majoritaire et pouvoir mettre de l'avant un autre référendum? C'est à voir. Chose sûre, c'est que dans la population, on sent qu'il y a un mouvement qui est amorcé. Quand ce référendum-là a été déclenché il y a 2 ans, le oui récoltait 25-30 % des appuis. Là, 45 % des appuis. Donc, des gains significatifs. Et ce dont on m'a parlé, c'est, oui, un éveil politique. Donc, les gens sont beaucoup plus sensibles donc, à la réalité, à l'écart peut-être idéologique qu'il y a entre Westminster, le Parlement britannique, et les Écossais en général. Et on dit que, oui, bon, je vous parle encore de l'argumentaire là, des militants du oui. Oui, la campagne de peur a peut-être fait ses effets, mais ces gens-là continueront à se réveiller comme une certaine portion de l'électorat s'est éveillée dans les derniers mois. Et on croit que ça, c'est un mouvement de fond qui fait que la politique en Écosse ne sera plus jamais pareille, ne sera plus jamais la même. Mais une petite victoire, peut-être, en tout cas, ce sera au niveau politique, parce que là, il y a des promesses qui doivent être remplies. Bien, c'est ça, là. Parlons-en, parce qu'on dit qu'on va avoir des pouvoirs supplémentaires. On est prêt à les donner en fiscalité, en pouvoir de dépenser, également dans la protection sociale, dans la gestion ou une certaine gestion partagée du service de santé. Ça va prendre des chiens de garde, ça. Il n'y a pas nécessairement un bloc écossais à Westminster. Alors, comment on va s'y prendre? Quels sont les mécanismes qu'on va prendre pour maintenir la pression sur Londres? Je dirais même qu'il y a peut-être un bloc anti-écossais à Westminster, parce qu'il y a des députés du Parti conservateur, donc le parti au pouvoir, qui ont déjà fait savoir que eux, ça ne passerait pas, ces réformes-là. Toujours est-il qu'elles ont été promises et que Alistair Darling, le meneur de la campagne du non, a dit que ces promesses-là seraient remplies. Alex Salmond a appelé les 3 partis principaux à Westminster à respecter ces promesses-là. Et David Cameron a dit qu'elles seraient livrées. Donc, est-ce que ça va survenir? Si oui, l'Écosse devient plus forte, et ça va changer le visage politique de toute l'Angleterre. Parce que le Pays de Galles va aussi demander plus de pouvoir après, éventuellement. Et donc, tout ça, là, c'est à suivre assurément dans les prochains mois. Reste à voir là, dans quelle mesure ces promesses-là pourront être remplies. Et si l'Écosse vient avoir plus de pouvoir, elle va former un gouvernement plus fort.
Et ça pourrait, selon certains analystes, paver la voie vers une autre tentative vers l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il y aura à ce moment-là moins d'incertitudes puisqu'on saura que le gouvernement écossais est capable de gérer ses propres affaires. Bien, très bien. Alors, on va continuer à suivre ça. Je pense qu'on en a pour quelques décennies encore. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, probablement. Très bien. C'est une blague, bien sûr. Olivier, merci beaucoup. Merci, Marc-André.